demander à Thomas de prendre la suite avec un petit mot de Maëva pour... Oui, et ben, ouais. je remercie Thomas Firling d'avoir accepté de participer. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. Thomas, c'est un maître de conférence associé au département de médecine générale de Marseille, qui est très investi et qui prend toujours plaisir à faire les choses. Alors, on parlait pas mal de plaisir. Et puis, Laurence, je sais que tu aimes bien aussi aborder le côté de plaisir dans la recherche. Et moi, je vis vraiment ça avec Thomas. Toujours cette motivation. Et donc là, c'est un travail qu'il a dirigé et que les étudiants ont fait vraiment un beau travail. Il s'est investi longtemps dans le cadre de son territoire de soins. Et on a retravaillé ensemble en fait les résultats aussi pour le valoriser. Donc on est en pleine phase de soumission d'articles et je savais que ça l'intéresserait parce qu'il avait aussi envie d'avoir vos retours, un peu les pistes pour voilà, continuer à améliorer la communication de ces résultats. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci Maëva pour la présentation. Et oui, de toute façon, j'aurais rebondi sur la notion de plaisir, parce que Laurence a commencé comme ça. Et je pense on ne peut que, enfin, je ne peux que commencer là-dessus. Merci Maëva pour la présentation. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour moi de travailler avec toi là-dessus. Et donc, Laurence, pour répondre à ta première interrogation, effectivement, c'est un travail. Moi, j'ai commencé le Cali en tant que directeur, donc ce qui est pas aisé. Et ça a été assez dur pour moi, et ça a été une super expérience. Ça a été une expérience très chronophage dans laquelle je me suis beaucoup investi, mais qui a été hyper enrichissante. J'ai vécu beaucoup de choses et les deux internes que je vais vous présenter aussi ont fait un travail de grande qualité. Et le fait de retravailler les textes, en tout cas de retravailler la lecture des verbatim, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, de reparticiper au codage et d'aller dans cet ordonnancement et ce côté axial et tout, retravailler les choses a posteriori avec elle et avec Maëva. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Donc, je vais commencer par vous présenter ce travail. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, je suis le docteur Thomas Schierling, donc merci Maëva pour la présentation. Je suis médecin généraliste à Aix-en-Provence et maître de stage, et depuis 4 ans, maître de conférence associé au département. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation, hormis celle d'être un médecin généraliste du territoire dans lequel se déroule l'étude. Je vais vous présenter un travail qui s'intitule Les médecins généralistes et l'équipe mobile de gériatrie ambulatoire, l'exercice coordonné autour de l'examen gériatrique standardisé. Donc, c'est un travail de groupe. Moi, je suis le docteur Thomas Schierling et ce travail a été réalisé sur le terrain. Donc, les entretiens ont été effectués par Agathe Jiménez et Yael Campbell, qui sont deux internes et qui ont passé leur thèse sur ce travail. Et je remercie l'ensemble de l'équipe de recherche pour avoir aidé à retravailler derrière, avoir construit cette étude. Et aussi, la notion de plaisir est là, parce que pour moi, la recherche, c'est vraiment quelque chose qui se fait en groupe et j'ai l'impression d'évoluer au fil de l'eau. Je vais vous présenter ce travail en 15 minutes. On va suivre le plan suivant. Donc, on va commencer par le contexte avec la problématique. Ensuite, je vous parlerai de la méthode, puis des résultats, de la discussion et de la conclusion. Pour le contexte, en 2050, une personne sur 5 aura plus de 60 ans dans le monde et en France. Proportionnellement, ça représente un doublement du nombre des personnes de plus de 60 ans entre 2014 et 2050 dans la proportion de la population générale. C'est ce doublement des personnes de plus de 60 ans, enfin en tout cas du taux des personnes de plus de 60 ans dans la population générale, amène à une problématique de santé supplémentaire au système de soins actuel. Et pour répondre à ces différentes problématiques de santé, tension hospitalière et aussi tension sur les soins de ville, en 2007, les ARS ont créé des équipes mobiles gériatriques extra-hospitalières, qui sont des équipes mobiles qui vont venir en appui des soins primaires, donc ce sont des soins secondaires qui vont venir en appui sur un territoire aux équipes de soins primaires. Elles sont historiquement constituées d'un ou une médecin avec un ou une infirmier et associées à d'autres professionnels paramédicaux comme il peut y avoir des psychologues, ergothérapeutes, assistants sociaux et autres. En 2020, on a vu sur le territoire d'Aix-en-Provence la création de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Suite à cette création, il s'est posé la question des nouveaux équilibres entre les soignants sur le territoire. Là, cette équipe mobile a été
créé sous l'égide de l'ARS, donc c'est quelque chose qui a été pensé comme étant une structure d'appui, mais qu'en est-il réellement des équipes des soignants sur le territoire? Que se passe-t-il sur le territoire? Donc, pour répondre à cette question des nouveaux équilibres, nous avons réalisé une étude qui avait pour objectif d'explorer les perceptions et de comparer les attentes des professionnels de santé, médecins généralistes et membres de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière, et d'explorer l'acceptabilité de ce nouvel acteur et de dégager des pistes d'amélioration. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude qualitative en miroir basée sur la théorisation ancrée. Nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés entre novembre 2022 et avril 2023 et inclus des médecins généralistes travaillant avec l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière et des membres de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière du pays d'Aix-en-Provence. Nous avons double codé les données et triangulé. 16 entretiens ont été réalisés, 9 du côté des médecins généralistes, allant jusqu'à la suffisance des données, donc 8 plus 1 derrière pour confirmer, et 10 et 7 du côté de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Les durées moyennes d'entretien étaient de 33 minutes du côté des médecins généralistes, allant de 26 à 40 minutes, et 47 minutes du côté de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière, allant de 32 minutes à 1h15. L'ensemble de ces entretiens nous ont permis d'extraire 3 grandes catégories. Donc que voici, l'équipe mobile, une réponse pour les médecins généralistes du territoire, l'équipe mobile, une approche holistique centrée patient, et des limites singulières pour chaque groupe professionnel. Maintenant, nous allons détailler ces 3 grandes catégories. On va commencer par l'équipe mobile, une réponse pour les médecins généralistes du territoire. L'équipe mobile était une réponse pour les médecins généralistes du territoire, car elle répondait à différents niveaux de compétences. Je fais des soins gériatriques, donc je me débrouille en général pour M2. On voit ici un médecin généraliste qui est plutôt à l'aise dans les soins gériatriques, en tout cas qui se déclare comme étant à l'aise, et qui va donc solliciter l'équipe mobile pour des situations qu'il va juger lui complexes. Savoir s'il faut utiliser des analgésies, quelle antalgie, faut-il aller jusqu'à la morphine pour M6? Donc on voit M6 qui ici, en opposition à M2, se déclare en difficulté sur la gestion des thérapeutiques, et l'équipe mobile va venir répondre à cette difficulté de gestion de thérapeutique. Une réponse au manque de disponibilité des médecins généralistes au domicile des patients. Mais c'est la réalité, à un moment donné, dans une visite de 10 ou 15 minutes, et puis on fait ce qui est strictement nécessaire pour M3. Donc le manque de disponibilité des médecins généralistes était décrit à la fois par les médecins généralistes eux-mêmes, qui se sentaient, et là ça fait le lien effectivement avec la présentation précédente, qui se sentaient en difficulté dans le temps qu'ils pouvaient donner aux soins, et par l'équipe mobile de gériatrie. Nous ne sommes pas pressés par le temps et nous pouvons prendre le temps dont nous avons besoin pour E6. Ici, il faut bien prendre cette notion de temps comme étant dès lors que l'équipe mobile va décider de se projeter au domicile d'un patient, donc dès lors qu'il sera inclus dans ce soin, l'équipe mobile a la possibilité de donner du temps par la pluralité des acteurs qui la composent. Ce n'est pas un seul acteur qui a du temps, c'est la somme des acteurs qui vont aller au domicile qui, eux, disposent du temps par la somme des personnes présentes. Elle répond aussi à l'isolement médical. C'est pour cela que l'équipe mobile ambulatoire est vraiment un soutien, parce qu'elle permet de se sentir moins seul pour M3. Cela peut redonner un peu d'énergie à ces médecins généralistes qui, de temps en temps, peuvent être un peu désespérés. On sent ici pour E1 cette notion de sollicitude, donc cette notion de respect, de sollicitude vis-à-vis des médecins généralistes, qu'on retrouve aussi chez les médecins généralistes vis-à-vis de l'équipe mobile de gériatrie, et donc une réponse à l'isolement médical. Passons maintenant à la deuxième catégorie, qui est l'équipe mobile, comme une approche holistique centrée patient. C'est une réponse à l'absence ou aux limites des aidants. En fait, l'équipe mobile gériatrique ambulatoire, c'est pour toutes ces situations, quand l'aidant principal est épuisé ou quand la personne est isolée pour M3. De même, la grande difficulté qu'on retrouve, c'est souvent des familles qui ne comprennent pas, voire parfois, ils sont épuisés ils sont trop épuisés pour essayer de comprendre E5. Donc on voit ici la place de l'équipe mobile dans son approche holistique via l'examen gériatrique standardisé et la pluralité des acteurs qui la composent, comme pouvant répondre à ces problématiques de fatigue ou d'épuisement des dents et venir en appui du médecin généraliste. C'est une réponse à l'impact émotionnel ressenti, le soulagement de ne pas avoir à gérer cela tout seul. L'impact émotionnel ressenti du médecin généraliste vient ici dans cette catégorie qui est centrée patient, parce que cet impact émotionnel du médecin généraliste va nuire à la qualité de son soin. Il se sent en difficulté vis-à-vis de la gestion de son soin de par l'impact émotionnel.
Le fait que nous soyons là de l'extérieur fait que nous pouvons avoir des idées un peu différentes auxquelles les médecins généralistes n'auraient pas pensé parce qu'il a la tête dans le guidon pour eux deux. Donc encore une fois, cette notion de respect et de sollicitude vis-à-vis des médecins généralistes qui travaillent et qui sont parfois débordés et la capacité de l'équipe mobile d'avoir un regard extérieur et de pouvoir apporter du soutien à la fois aux patients et aux médecins traitants. C'est aussi une réponse face au refus ou au déni de soins. L'avis du médecin a moins de poids que lorsqu'il s'agit d'un problème purement médical, et c'est là que les autres manquent pour M3. Cette notion de poids et donc de pouvoir appuyer une parole donnée, en tout cas de pouvoir aller des fois donner une parole qui a des difficultés à sortir, c'est quelque chose qui est vécu par les médecins généralistes et qui est aussi appuyé par l'équipe mobile. Je pense qu'on a parfois une bonne équipe de négociateurs pour eux cinq. Un rôle de libérateur de parole. L'équipe mobile ici, dans tout, dans l'ensemble des verbatims retrouvés, se décrit comme étant libératrice de parole. C'est quelque chose qu'on ne retrouve que dans les verbatims des membres de l'équipe mobile, et aucun médecin généraliste ne retrouve cette notion de libération de parole, ce qui va poser a posteriori, vous verrez, la question de la communication et du lien entre ces équipes. Donc un rôle de libérateur de parole, tout ce que la personne n'ose pas dire, c'est à nous de briser les tabous pour E4. Après avoir vu l'équipe mobile comme étant une réponse pour les médecins généralistes du territoire et une approche holistique centrée patient, nous allons voir les limites singulières pour chaque groupe professionnel. Ces limites sont singulières et le principal résultat qui ressort de notre étude, c'est la discordance dans la temporalité d'action. Vu que tout a été optimisé, il n'y a pas d'intérêt là-dessus à faire intervenir l'équipe de gériatrie extra-hospitalière pour M3. Donc pour ce médecin généraliste, le domicile du patient, en tout cas le patient au sein de son domicile, est optimisé dans son soin. Il ne voit pas l'intérêt de faire passer l'équipe mobile chez une personne que lui juge comme étant gérée, en tout cas dont il a la capacité de s'occuper au domicile. Je pense qu'il y a toujours une plus-value pour eux 6. Et c'est là où on va rentrer dans une discordance, c'est que l'ensemble des membres de l'équipe mobile de gériatrie en tout cas, ont exprimé librement le souhait d'aller plus au domicile des patients vers des situations qui sont jugées simples par les médecins généralistes, ou en tout cas optimisées, ou des situations qui vont être jugées comme étant insolubles pour les médecins généralistes. Cela nous permet de voir ce qui ne va pas au domicile des patients et d'essayer de l'améliorer pour M8. Et là, on voit ici une discordance entre médecins généralistes avec M8 qui, lui, va plutôt dans le sens des membres de l'équipe mobile, de faire passer cette équipe mobile dans un objectif de prévention et d'aide au maintien à domicile, mais en dehors du complexe d'aller vers de la prévention. Souvent, c'est que si on fait appel à l'équipe mobile, c'est que vraiment on est dans des situations compliquées à domicile. Et là, on voit M2 qui va rejoindre M6 dans cette notion de quand tout est optimisé, on ne fait pas appel à l'équipe mobile, mais par contre, quand c'est complexe, compliqué, à ce moment-là, l'équipe mobile est une structure d'appui. Un manque de visibilité au sein du réseau. Là, on est sur des verbatims essentiellement de médecins généralistes. Il y a beaucoup d'organisations qui interviennent. C'est un peu comme un millefeuille pour M1. Pareil pour les impasses administratives. Le plus gros problème pour nous, c'est toute l'administration que ça implique pour M9. Et le service rendu est satisfaisant, mais insuffisant pour les membres de l'équipe mobile de gériatrie et pour les médecins généralistes. L'équipe mobile de gériatrie me paraît l'élément indispensable d'efficacité pour une vraie évaluation de ce qui fait la personne âgée pour M4. Donc appui ici de l'examen gériatrique standardisé porté par l'équipe mobile et de la pluralité de ces acteurs pour M4 comme étant un élément qui est décrit c'est comme indispensable pour l'efficacité du soin de la personne âgée au domicile. Je suis d'accord que les recommandations sont pertinentes, mais qu'est-ce que je fais pour M7? Donc là, on appuie aussi sur ce côté indispensable, en tout cas satisfaisant des préconisations qui sont effectuées. Mais qu'en fait-il derrière? Et donc il en ressort une sensation de vide a posteriori de l'établissement de ces recommandations. On va arriver, on ne va rien faire de toute façon, à part faire des recommandations qui ont déjà été faites par d'autres personnes pour E7 ici aussi. Donc on fait un parallèle avec les verbatims des médecins généralistes dans cette notion de manque, ou en tout cas de limite dans la capacité d'action de l'équipe mobile, en tout cas dans la capacité d'appui des acteurs de soins premiers de cette équipe mobile.
Et enfin, un manque de retour sur intervention. Je me demande s'ils se sont saisis de cette proposition ou pas, car je n'ai pas de retour. Donc là, on voit les membres de l'équipe mobile qui se plaignent d'une absence de retour, en tout cas d'une absence de suivi des préconisations qu'ils effectuent. Un retour, en tout cas, de fait au médecin traitant pour M4. Et on voit bien que ce retour est à la fois problématique vis-à-vis des membres de l'équipe mobile, mais aussi des médecins généralistes, et qu'il y a une problématique de communication entre ces équipes sur le territoire. Passons maintenant à la discussion. Donc, vous l'avez vu, le résultat principal de notre étude, c'est que cette équipe mobile offre une réponse aux situations complexes au domicile des patients. Cette réponse aux situations complexes est retrouvée dans la littérature internationale, avec d'autres études qui vont, euh, qui vont montrer le fait que les équipes mobiles extra-hospitalières vont amener un sentiment de sécurité des soins et vont, dans certains pays, diminuer la durée d'hospitalisation des patients qui sont suivis en parallèle par ces équipes mobiles extra-hospitalières au domicile des patients. Mais la temporalité de l'action pose question. L'ensemble des membres de l'équipe mobile souhaiteraient sortir du cahier des charges des équipes mobiles tel qu'écrit par l'ARS comme étant une structure d'appui, étant censée effectuer uniquement des préconisations et qui vont intervenir après appel du médecin généraliste dans des situations qu'ils jugent complexes. Et là, on ressent une forte frustration dans la notion de complexité et dans l'incapacité à pouvoir agir en prévention et en tout cas aller faire de la prévention au domicile. Et cette temporalité d'action questionne d'autant plus que les médecins généralistes ont spontanément exprimé le fait que l'équipe mobile pourrait se projeter et venir appuyer en prévention, en tout cas en adaptation du domicile, les médecins généralistes. Ce qui n'est pas le cas chez tous les médecins questionnés. Et dans la littérature, c'est pareil, on va retrouver des articles où les médecins généralistes ont été interrogés, notamment dans les EHPAD, sur les actions des équipes mobiles de gériatrie extra-hospitalière. Et, et il y a une dissonance, en tout cas des conflits entre médecins généralistes sur la nécessité de faire passer de façon systématique ces équipes mobiles de gériatrie, ou au contraire d'être plutôt sur un passage qui serait à la demande du médecin généraliste pour des situations complexes, avec des notions, avec des questionnements autour du rôle du médecin traitant qui resterait derrière, et toujours ce questionnement sur la place des acteurs sur un lieu de soins. Le suivi des préconisations pose problème à la fois pour les médecins généralistes et pour les membres de l'équipe mobile de gériatrie. Ce suivi des préconisations euh, est ici vécu négativement par les deux groupes professionnels, avec une difficulté à les mettre en place pour les médecins généralistes qui des fois se trouvaient seuls face à un compte-rendu médical donné par les membres de l'équipe mobile, avec l'absence de moyens, l'absence de capacité de les mettre en place et une équipe mobile derrière qui effectuait effectivement des préconisations sans savoir si derrière elles étaient effectuées ou pas, et qui se trouvait aussi limitée dans le fait que par moment, ils sentaient que les médecins généralistes n'avaient pas les capacités, en tout cas les moyens physiques et humains pour pouvoir mettre en place ces préconisations. Et il en découle une notion de manque d'action qui pouvait être vécue comme étant frustrante à la fois pour les médecins généralistes et pour les membres de l'équipe mobile de gériatrie, avec des préconisations qui nécessiteraient une action peut-être un peu plus forte de l'équipe mobile de gériatrie. Et pour ça, il y a des études à l'heure actuelle à l'international et des systèmes de soins avec des IPA qui seraient à même de pouvoir suivre les patients tous les 6 mois et travailler à la mise en œuvre, ou en tout cas appuyer les acteurs de soins primaires à la mise en œuvre de ces actions préconisées par les équipes de mobile de gériatrie. Les forces et les limites de notre étude. Une des premières forces, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire cette étude et que c'était la première étude qualitative qui se voulait en miroir, en tout cas avec les membres de l'équipe de mobile de gériatrie et les médecins généralistes en France. L'ensemble de nos résultats ont été retrouvés dans la littérature internationale et française, ce qui apporte une validité externe. Nous avons été limités dans la sélection des médecins généralistes. Nous avons voulu initialement effectuer un échantillonnage théorique et nous nous sommes intéressés au genre, au lieu d'exercice et à l'âge des médecins généralistes, mais au fil des entretiens et après analyse, nous nous sommes rendus compte que nous avons une surreprésentation des médecins généralistes exerçant en maison de santé pluriprofessionnelle
Et l'ensemble des médecins généralistes effectuaient des visites à domicile, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des médecins généralistes du territoire français, ce qui pose une limite dans la sélection des médecins généralistes. En conclusion, ces structures sont des appuis sont des appuis des équipes de soins primaires avec une pertinence d'action qui est ressentie à la fois par l'équipe mobile de gériatrie et par les médecins généralistes euh, ambulatoires. La temporalité d'action pose question et cette temporalité d'action pour cette équipe mobile de gériatrie qui vient avec des préconisations ARS se projeter au domicile du territoire euh, est vécue comme étant rigide. Et pour ce faire, cette étude permet de proposer que cette temporalité d'action puisse être centrée médecin généraliste. On est sur un soin qui est centré patient, avec un acteur de soins primaires en France qui est le coordonnateur des soins primaires, qui est le médecin généraliste. Donc une des propositions, c'est que cette temporalité d'action de l'équipe mobile puisse être peut-être discutée au cas par cas avec les médecins généralistes, plus que d'être descendant, mais qu'elle soit centrée sur les besoins du médecin traitant, et qu'à ce moment-là, on puisse avoir une relation de soins qui soit un peu différente entre l'équipe mobile de gériatrie et le médecin généraliste, avec une demande qui puisse être plus libre des médecins généralistes. Ce qui va nécessiter une communication entre l'équipe mobile de gériatrie euh, et les médecins généralistes, une, une communication et une articulation de cette communication. Et cette articulation peut se faire avec une cellule de coordination. On le voit dans les maisons de santé, on le voit dans les CPTS, qu'il y a des postes de coordination qui ont été apportés dans ces structures dès la création de ces unités de soins coordonnés. Mais on voit ici qu'il y a un manque, il manque un maillon dans la chaîne, et ça a été dit tel quel dans les verbatims, il manque quelqu'un dans cette chaîne de soins. On voit une structure qui a été projetée au domicile dans un système ambulatoire en appui de médecins traitants, mais on voit qu'il manque un lien, il manque quelque chose. Cette structure a pu s'être projetée comme étant un outil pour le médecin généraliste, mais en fait, on va projeter des personnes, et le lien entre ces personnes et la singularité des liens doit être coordonné. En tout cas, il va falloir créer ce lien. Et quand on va financer une structure de soins telle que les équipes mobiles, il va falloir penser aussi à un financement de coordination comme étant partie prenante du soin pour qu'il y ait ce lien sur le territoire et que les acteurs puissent à la fois communiquer, se coordonner. Et la place de la consultation du médecin généraliste, le renvoi vers une consultation de médecin généraliste a posteriori de la visite de l'équipe mobile de gériatrie a été retrouvé dans la littérature comme étant renforçant, comme étant un critère principal de renforcement des préconisations et de l'appui de ces préconisations. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et Merci Thomas. j'espère que j'ai Maëva, été. un petit commentaire avant de passer aux questions. Je vois une très longue question d'Alain qui arrive. Merci Thomas. Je Oui, trouve que voilà, la chose la plus pertinente et à la fois la plus difficile quand on traite ces données quali, c'est cette mise en miroir, c'est-à-dire qu'il y avait des données sur l'équipe mobile, des données des médecins, et comment on confronte les deux. Et finalement, je trouve que le point principal, c'est probablement cette différence de temporalité, qui est un élément voilà, important et sur lequel on formule des préconisations aussi ancrées ben, dans la pratique. Donc, ben, on attend aussi vos retours sur tout ça et vos questions. Euh, alors, Alain, comme tu as plusieurs questions, je vais te laisser les poser oralement, mais je voulais juste faire une remarque. J'ai le sentiment que le travail a été construit sur un modèle de la collaboration qui est particulier, c'est-à-dire qui est en fait collaboration entre équipe mobile et médecins généralistes. Mais est-ce que on aurait pu faire l'étude sur une collaboration entre équipe versus équipe? Parce que là, quand effectivement, j'ai tout de suite pensé à l'IPA et tous les professionnels qui peuvent exister dans une maison de santé ou un centre de santé, et qu'effectivement, peut-être que les données du problème et les résultats n'auraient pas été les mêmes si on n'avait pas centré la problématique sur le médecin généraliste, mais sur l'équipe de soins primaires versus l'équipe mobile. Voilà, c'était juste une remarque. Alain, Mais si tu je peux peux poser des répondre? questions. Oui, bien sûr. Ouais. Ça a été, en fait, a posteriori, effectivement, c'est quelque chose qui est remonté. Et on s'est effectivement dit qu'on aurait dû prendre plus large que le seul médecin généraliste. Et pourquoi on est parti des médecins généralistes? Parce que
Dans la théorie, c'est au médecin traitant d'effectuer la demande. Et c'est lui seul qui est censé effectuer la demande de soins à l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Et donc, on est parti des demandeurs euh, pour cette étude. C'est pour ça qu'on a limité Oui. au médecin traitant. Mais effectivement, vu qu'on traite des relations et qu'après, très vite, on est allé vers les IPA, les coordonnateurs, coordinatrices et autres, ça aurait été intéressant, effectivement, d'agrandir et d'avoir d'autres professionnels. Mais il est toujours temps de le faire, d'autant plus que si paradoxalement on parle de situations complexes, si elles sont complexes, c'est forcément que c'est pas que le médecin généraliste qui est derrière, il y a une équipe, qu'elle soit constituée ou pas. En tout cas, je pense que ça demande à refaire le travail, à mon avis, mais avec la perspective des équipes. Et du coup, à mon avis, les problématiques seraient un peu différentes. Alain, si tu peux exprimer tes questions oralement, parce que j'aurais du mal à Merci, les... merci Jacques. D'abord, je voulais te remercier, Thomas, tout d'abord pour avoir mis en avant l'équipe dès le début de ta présentation. Franchement, ce travail de qualité qui a été fait en équipe, ça permet totalement de contredire les opinions de certaines facultés ou d'une faculté qui veulent pas d'un travail collaboratif quand il s'agit de faire des thèses avec nos étudiants, ce qui est complètement absurde et complètement contraire à ce qui va se passer après dans leur pratique, c'est-à-dire un travail collaboratif. Non, ma question, elle tournait essentiellement autour du terme miroir. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, quand ils étudient sur le même sujet plusieurs populations, que le miroir, c'est pas seulement comparer les résultats et l'exploration de ce qui s'est passé dans les univers des uns et des autres, mais également de demander aux personnes, qu'est-ce que tu imagines de l'autre derrière? À ton avis, qu'est-ce qui se passe derrière la glace que tu ne vois pas? Quelles sont les représentations qu'ont les autres populations? Quelles sont les représentations que tu as, toi, des autres populations en question sur le même sujet? Et je me posais la question de savoir si c'est une question que tu avais volontairement mis en place dans le guide d'entretien. Non, j'ai fait une réponse à la Jean-Pierre Lebeau. Mais je... Un petit peu plus derrière le nom, Non, qu'y a-t-il? Enfin, non, ça a pas, je l'ai pas, on n'a pas pensé. Enfin, on n'y a pas pensé, en tout cas, on l'a pas pensé comme ça. Nous, effectivement, on est resté très simple sur la notion de miroir en se disant que on allait sur un même territoire interroger les acteurs de ce territoire dans une pratique qui est donnée sur ce territoire-là, donc avoir le patient en commun et toute l'équipe qui tourne autour et pouvoir analyser en mettant en parallèle en fait les avis de chacun. Mais on s'est pas effectivement questionné sur on les a pas projetés dans le que pensez-vous de l'autre, mais pour, je sais pas, j'ai mis un peu l'accent sur sur la notion de sollicitude les verbatims de l'équipe mobile de gériatrie. Et spontanément, ils ressortent quand même, en tout cas pour les personnes de l'équipe mobile, il ressort un sentiment fort vis-à-vis, en tout cas, du médecin généraliste traitant, et notamment dans les notions de débordement, notions d'aide. Et il y a voilà, ils projettent quand même des pensées vis-à-vis du médecin généraliste. C'est-à-dire qu'ils se sont posés un certain nombre de questions sur leurs propres a priori euh, projetés sur le médecin généraliste. Oui, alors de là à se poser la question eux-mêmes, en tout cas, ils ont exprimé des a priori sur le médecin généraliste. Ouais. Hmm. Ok, merci beaucoup. Il y a Isabelle, notre présidente, qui a fait un commentaire sur la question de l'interprofessionnalité. Euh, Tu veux que je le fasse en direct? Tu peux le faire en direct, mais Oui, oui, peut-être on arrive à à la la fin. fin. Mais est-ce Je qu'il y a vais d'autres conclure. questions? Et après, je laisse la parole à la présidente, comme ça, elle fera Comme la ça, synthèse. j'enchaîne, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Isabelle fasse la conclusion? Ou est-ce que vous êtes tous fatigués ou tous affamés? Non, je ne vois pas de questions. Bon, Isabelle. Oui, je pense qu'on en a perdu quelques-uns en route, non pas que l'intérêt du webinaire soit remis en question, mais que, voilà, je pense qu'on a tous aussi d'autres chats à fouetter. Enfin, ne fouettera pas les chats, en particulier celui de Laurence, si c'est voilà, c'est ça. Ok. Donc oui, de façon plus générale, j'avais cette réflexion que nos travaux peuvent sans doute faire bouger les lignes. Donc c'était suite au travail de Thomas, il me venait à l'esprit voilà, ce travail que je dirige actuellement d'une IPA.
elle s'intéresse au repérage des troubles cognitifs. Et en fait, dans les recos, la seule personne qui soit mise en lumière, c'est le médecin généraliste. Or, là, on va faire des focus group avec plein d'autres euh, intervenants, professionnels de santé, que ce soit les pharmaciens, l'orthophoniste, les kinés, parce que je pense que voilà, ils ont aussi leur place à avoir dans ce repérage. Et il me semble que les travaux qu'on peut mener, justement, peuvent faire bouger les lignes, voire pourquoi pas les recommandations dans quelques temps.